Vous êtes parent d'un élève de 4e ou de 5e secondaire? Vous souhaitez l'aider dans son processus d'orientation. Voici une série de balados qui proposent quelques pistes. Je m'appelle Guylaine Charret et voici Cap sur l'avenir, des balados pour les parents sur l'orientation au secondaire, une série présentée par le Service régional d'admission au collégial de Québec. Pour mieux se comprendre, les conseillers d'orientation interrogés dans ce présent balado nous parlent de nos craintes comme parents et des craintes que vivent nos jeunes en cette étape de décision importante. Bien connaître les craintes de nos jeunes nous permet bien souvent de mieux comprendre son comportement, ses émotions, ses réactions et ses actions. Pour explorer ce thème, je m'entretiens avec Isabelle Tremblay et Chantal Lachance, conseillère d'orientation depuis plus de 20 ans, et Jean-Marc Poitras, conseiller d'orientation au secteur jeune aussi depuis 19 ans. Ceux-ci viendront vous aider, chers parents, dans la compréhension de l'adolescent, mais aussi vous guideront dans les comportements à adopter dans certains cas. Bon balado! J'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie d'Isabelle Tremblay. Isabelle qui est conseillère d'orientation depuis bientôt 20 ans. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour Guylaine. On va parler aujourd'hui ensemble des inquiétudes des parents versus les inquiétudes de nos jeunes dans tout ce qui est processus d'orientation. On le sait que nous, comme parents, on a certaines inquiétudes reliées au processus d'orientation de notre jeune, que notre jeune en a aussi. Puis des fois, c'est pas les mêmes. Fait que pour bien s'entendre, des fois, c'est le fun de les connaître. Moi, j'aimerais, Isabelle, que tu me parles principalement des inquiétudes des parents qui sont en région, parce qu'on s'entend que toi, tu es dans une école secondaire de région, donc il y a des particularités, des fois, des inquiétudes que ces parents-là ont là, que les parents peut-être de la ville n'ont pas nécessairement. Oui, exactement. Mais c'est sûr que nous, le facteur éloignement, ça amène une réalité particulière quand un jeune pense à un choix de carrière ou un choix de programme qui n'est pas offert dans notre région. Donc, il y a toute l'idée là, de partir en appartement, de rentrer dans une nouvelle ville, d'avoir plus de responsabilités aussi au quotidien, faire l'épicerie, entretenir mon appartement, faire le lavage, préparer mes repas. Donc, il y a cet aspect-là qui porte dans le fond sur la vie au quotidien d'adulte. Hein? C'est toute la prise en charge là, de ce qui vient avec une vie autonome qui inquiète nos parents. Donc, nos parents sont souvent dans le doute par rapport à où est rendu leur jeune par rapport à tout ça. Là. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que ça va être trop? Est-ce que ça va demander trop de temps? Puis que finalement, les études vont en souffrir. Donc, il y a cet aspect-là qui fait partie de la réalité de certains parents. Il y a aussi le fait là, de s'intégrer à une nouvelle école, en plus de s'intégrer à un nouveau système d'enseignement. Là. Hein, le collégial, la formation professionnelle, ça fonctionne pas comme le secondaire. Donc, ça s'ajoute à la peur de sortir de la région, des peurs qui sont normales, qu'on retrouve chez les parents de tous les élèves du secondaire ou presque. Est-ce que mon jeune va être capable de s'adapter à une nouvelle façon de fonctionner, à des nouvelles règles du jeu, peut-être des nouvelles exigences aussi, tout ça. Donc ça fait partie aussi de la vie. Puis c'est un peu comme si aussi il y a toute la dynamique parent-enfant du fait que l'enfant quitte le nid, qui rentre en ligne de compte dans la réflexion. Tu sais, dans le sens où des fois l'élève est prêt à partir, mais le parent est pas prêt qu'il parte. Fait qu'il y a aussi le besoin du parent, mais tout par rapport à l'aspect relationnel là, de la famille, puis de tu sais que ça n'a pas nécessairement rapport avec le choix de carrière ou le choix de programme, mais que ça fait plus partie là, de la dynamique familiale. Donc, le déséquilibre que ça crée, que le jeune quitte le milieu familial. Fait que le parent a des besoins, lui aussi, par rapport à la transition, mais une transition qui est différente par rapport à sa relation avec le jeune. Fait que ça, c'est souvent des choses qu'on entend dans notre bureau, soit de la bouche du jeune, tu sais, comme « ma mère est pas prête que je m'en aille ». Ou ma mère a de la peine, elle pleure quand j'y parle que je veux étudier ailleurs. Ou mon père se fâche quand j'ai dit que je veux aller ailleurs. Ou mon père est insécure parce qu'il pourra pas me surveiller tout le temps. Ou peu importe. Tu sais, on entend plein de choses qui témoignent que les parents vivent des choses par rapport à cette séparation-là, des fois à laquelle ils sont pas prêts à... Qu'est-ce que tu te rends compte que ça a comme impact sur le jeune?
Ben, des fois, ça va être un frein. Ça va être un frein à ce que le jeune vole de ses propres ailes. Il va vivre des fois de l'insécurité. Il y a peut-être moins de confiance qui se transmet, tu sais, dans le sens où l'hésitation du parent, l'insécurité du parent va être sentie par le jeune. C'est un travail qui se fait aussi dans un temps. Hein, tu sais, c'est pas réglé en 5 minutes là. Donc souvent, je vais remarquer que les familles vont s'accorder du temps pour en discuter, puis chacun va faire son petit bout de chemin, puis va prendre ce qui appartient aussi dans cette dynamique-là. Mais oui, ça a un impact sur le jeune là, par rapport à son sentiment de confiance, à partir ailleurs, puis des fois, ils vont rester. Ah oui? Oui. Oui, des fois, ils vont rester parce que ils sentent qu'au niveau de la famille, c'est pas le temps encore, tu sais. Fait que comme parent, moi, qu'est-ce que je peux faire si je veux justement l'aider le mieux possible à atteindre ses objectifs, si je veux le plus possible son bonheur, mettons. Oui, en fait, de vouloir le bonheur, c'est correct, là, ça, c'est pas ça qu'on remet en question, mais c'est plus de démêler ce qui m'appartient à moi comme parent, puis ce qui appartient à mon jeune. Puis de pas trop mélanger les deux. Oui. Parce que là, c'est là où, comme parents, on veut les pousser, puis on veut les rendre plus autonomes, on veut leur permettre de rêver, de mener leur vie, hein. Mais on vit aussi, nous, quelque chose de personnel. Puis peut-être que cette partie-là de notre vécu, ben, on doit la gérer toute seule comme adulte. Et non ajouter ça comme facteur de stress ou d'insécurité dans les réflexions de notre jeune. T'sais. Fait que c'est sûr que comme parents, si on voit là, que c'est au point où on pleure, où on fait de l'anxiété, où on s'inquiète, puis que ça devient vraiment quelque chose qui est une charge importante, ben le parent peut consulter là, pour se préparer à la transition de son enfant vers hors du nid familial, tu sais. Mais essayer le moins possible, je pense, de mettre notre vécu personnel de parents sur le dos de notre jeune. Puis que ça fasse pas partie des autres questions qui se posent, puis des autres hésitations qu'il vit au moment de faire un choix. Présentement, je suis avec Jean-Marc Poitras, qui est conseiller d'orientation depuis 19 ans, qui va nous donner des petits trucs parce que c'est pas évident non plus de gérer tout ça, ces craintes-là qu'on a, nous, comme parents, versus celles de nos jeunes. Parce que, bon, tu as beaucoup d'expérience, tu en as vu passer beaucoup dans les bureaux. Oui, j'en ai vu passer, c'est certain. J'ai vu plus le côté des jeunes que le côté des parents. Mais en même temps, ça peut être intéressant peut-être pour un parent d'entendre parler de comment le jeune exprime sa relation avec le parent par rapport à son choix de carrière. Alors, il y aura peut-être des liens à faire. C'est sûr qu'au point de départ, il faut se dire qu'il faut pas dramatiser. Alors, ça, c'est important. Ça fait partie de la vie de faire des choix. Ça fait partie de la vie de faire des choix de carrière. Et c'est clair que c'est une énorme décision. Elle est grosse, elle est compliquée, elle est tôt quand même aussi dans le processus. Oui, hein? Vraiment. Et je pense que dans ce sens-là, il faut avoir comme objectif de prendre la meilleure décision possible au moment présent avec les informations qu'on a. Alors, je pense que c'est de prendre le temps de s'informer pour être sûr. Il ne faut pas que ce soit un choix hasardeux, bien sûr, là. Mais il faut aussi se donner la possibilité qu'on se trompe. Il y a possibilité de revenir en arrière, de changer de direction ou autre. Il n'y a rien de perdu tant que la décision, je pense, a été réfléchie. Effectivement, comme tu rencontres plus souvent des jeunes, comme tu le dis, donc tu as plus l'occasion, justement, d'entendre parler des craintes des élèves. Donc, est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu peux nous parler? Est-ce que, justement, tu as des exemples dans ta pratique de tous les jours? En fait, d'un point de vue général, ça peut être intéressant de citer Sonia Lupien, qui est une grande chercheuse en lien avec tout ce qui est stress et anxiété, qui a pris un acronyme qu'elle appelle CINE, donc qui donne les 4 grands mots-clés des 4 éléments qui sous-tendent le plus le stress, l'anxiété ou autre. Le C, donc, pour contrôle, avoir un sentiment de contrôle. Et c'est sûr que d'arriver à faire un choix et d'aller au cégep, il y a beaucoup de nouveautés là-dedans. Fait que, bon, on l'a pas fait, fait qu'on n'a pas le contrôle. Après ça, le I pour l'imprévisibilité. Au moins, si on le voit le venir, on sait que la date arrive, mais il y a beaucoup d'imprévus qui arrivent en cours de route dans le cheminement, puis bien sûr, arriver au cégep aussi. Fait qu'on a une deuxième raison, contrôle, imprévisibilité, qui sont des facteurs de stress et qui sont présents dans la situation que nos jeunes ont en secondaire 5, entre autres. Après ça, il y a N pour la nouveauté. Je pense que j'ai pas besoin de faire la nomenclature de tout ça. Ce n'est que de la nouveauté ou à peu près. Et finalement, le E pour égo, en fait, ou le E pour égo. Alors, c'est sûr qu'il y a une question aussi d'image de soi. Comment on va arriver? Est-ce qu'on a une gang? On était populaire? On l'est moins? Ou tout ça. Il y a tout cet enjeu-là qu'on peut aussi perdre du secondaire. Puis comment ça va se faire la transition collégiale. Fait que ça mène beaucoup de nouveaux. Et donc, contrôle, imprévisibilité, nouveauté puis égo, ça se retrouve tout dans le fait de faire un choix puis d'arriver au cégep.
Ce que je veux que les gens retiennent de ça, c'est que c'est tellement normal. Ça s'explique avec des nombreuses recherches que Mme Lupien a pu faire ou recenser. Donc, il faut l'accueillir, ce stress-là. Il ne faut pas essayer de dire « Ah non, je ne devrais pas » ou tout ça. Il y a sa place. C'est sûr que ça va prendre des efforts de faire ce choix-là. Alors, de prendre un engagement vers soi-même, je pense que c'est quelque chose qui peut être important. On le fait pour soi avant tout. Il ne faut pas oublier ça. J'essaie aussi souvent, pour enlever un peu de stress, d'inviter mes élèves à penser à qu'est-ce qui, au secondaire, les a aidés. Ça a été quoi les facteurs de réussite, les facteurs de bonheur aussi, à ne pas oublier cet aspect-là, et voir est-ce qu'ils peuvent être transférés dans la vie collégiale. Exemple, des jeunes qui se motivent à l'école par la présence de leur sport, donc ils peuvent pratiquer un sport qu'ils aiment. C'est une occasion aussi de se faire des amis, tout ça. Alors, est-ce que ce sport-là s'offre dans un cégep? Est-ce qu'ils sont d'un calibre pour aller réussir à aller se tailler une place dans une équipe? Ce genre de choses-là. Ça fait aussi tout ce qui est les mesures d'aide, comment c'est fait leur parcours pédagogique. Au secondaire, souvent, il y a beaucoup d'encadrement, mais voir, essayer de nommer quel aspect de l'encadrement était aidante pour le ramener après au cégep. Jean-Marc, on entend souvent parler aussi du niveau de difficulté, qui peut être quelque chose qui est inquiétant aussi pour les jeunes. Niveau de difficulté, assurément, on n'a jamais été au cégep, alors c'est beaucoup de nouveautés. Le fait de pouvoir s'informer avec des frères ou sœurs plus vieux, plus vieilles, ou encore cousins, cousines, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Ça a levé un petit peu d'inconnu. Fait que je les ai beaucoup questionnés sur comment ils géraient leur temps, qu'est-ce qu'ils ont trouvé facile, qu'est-ce qu'ils ont trouvé difficile, de me parler des profs aussi, on va se le dire aussi. Alors, aller chercher de l'information par quelqu'un qui l'a vécu, je pense que ça fait quelque chose de bien. Niveau difficulté, c'est sûr que ça reste une étape de plus. Ça a été plus dur de passer au primaire, du secondaire. Fait que le secondaire, oui, intellectuellement, c'est plus difficile. Le cégep, c'est une autre étape. En même temps, de se rappeler qu'on en a passé une au secondaire, ça peut donner confiance, entre autres. Et l'autre truc, je pense, c'est simplement de se préparer à ça. Alors, quand on sait quel programme on a choisi, bien, c'est sûr que quelqu'un qui va en sciences de la nature, bien finir son année en mathématiques, en chimie, en physique, ce genre de matières-là, bien, ça contribue à sa préparation pour rentrer au cégep. Alors, c'est d'investir le plus possible dans les cours qu'on sait qu'ils vont avoir une équivalence dans les thématiques ou le genre de défi là, que ça va être. C'est plus de la culture générale, c'est plus mathématiques scientifiques, c'est plus artistique ou autre. Donc, investir là-dedans. Il y a aussi d'être capable d'identifier quels éléments nous ont aidés d'un point de vue réussite scolaire dans notre formation secondaire. Alors, de se garder motivé par la présence d'un sport. Alors, beaucoup se motivent à venir à l'école. Ça leur permet aussi de garder un équilibre de vie, chose extrêmement importante. Faut pas oublier ça. Je suis un fervent croyant que tout ce qui est tout ce qu'on peut faire pour nourrir notre bien-être physique et mental contribue aussi à la réussite, puis même en bout de ligne, la note. Là. Je suis sûr que ça peut faire augmenter d'un 5, 10, peut-être même plus que ça, les notes de quelqu'un. Puis, c'est pas juste le niveau de difficulté, mais la charge de travail est quand même importante au cégep. On doit être aussi plus autonome. Et petit truc que moi, j'ai vécu, que j'ai proposé à quelques élèves, puis ça semble les avoir aidés. Moi, je m'étais réservé des moments dans ma semaine. Alors, chaque semaine, j'avais 3 moments pour moi. J'avais une émission de télé que j'adorais, qui me faisait déconnecter de ma vie. Alors, celle-là, elle était à mon horaire. Un moment de sport, puis un moment plus artistique. Là. Moi, entre autres, je suis un joueur de guitare. Et j'avais rendez-vous avec moi-même. Et je ne manquais pas ces rendez-vous, tout comme j'avais des rendez-vous autres, cours, amis ou tout ça. Là. Fait que ça, c'était 3 non négociables. Alors, c'est une chose, je pense, qui peut aider à passer à travers le niveau de difficulté. Exact. Et aller chercher de l'aide, puis aller chercher de l'aide tôt. Ça, faut pas oublier ça. Alors, faut pas attendre trop longtemps de prendre un retard dans nos lectures, dans nos numéros à faire en physique, par exemple. Dès qu'on sent qu'on tire un peu de la patte, il faut lever le flag, si vous me permettez l'anglicisme, puis aller chercher de l'aide. Là. Je suis actuellement en compagnie de Chantal Lachance. Chantal, qui est conseillère d'orientation au secteur jeune depuis maintenant 23 ans. Bonjour, Chantal. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, aujourd'hui, on va parler ensemble des craintes des parents versus les craintes de nos adolescents. Tu as travaillé principalement aussi en région. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de toutes les craintes que peuvent avoir nos jeunes dans tout le processus d'orientation? Bien, comme tous les jeunes, je pense, nos jeunes ont peur de se tromper. La grosse peur, c'est de ne pas faire le bon choix. La peur de devoir peut-être recommencer, la peur de peut-être payer dans le vide. Hein? Puis, ça rejoint aussi les craintes des parents dans ce sens-là, de dire, ben tu perdras pas ton temps. Donc, ils veulent vraiment que leurs jeunes se rendent au bout de tout ça puis qu'ils aient fait le bon choix du premier coup. C'est vraiment ce qui revient, je pense, le plus souvent dans ma pratique, ce que je vois des élèves anxieux qui ont vraiment le besoin, ils veulent vraiment choisir la bonne chose.
Puis des fois, je leur parle, puis je leur dis, mais tu sais, quand tu choisis, peu importe le choix que tu vas faire dans ta vie, le choix d'un conjoint, le choix, est-ce que vraiment, quand tu fais ton choix consciemment, tu le fais pour toute ta vie? Est-ce que tu as... Effectivement. Tu sais, c'est un peu le même principe. Le chum que tu as là, tu l'as choisi, mais peut-être que ce ne sera pas le même dans 2 ans, dans 5 ans. Puis tu assumes quand même d'être avec cette personne-là. Tu n'as pas peur de dire, je me lance quand même. Donc, c'est un petit peu la même chose quand tu fais le choix, je pense, d'un métier, d'un programme d'études, ben ça se peut que tu doives recommencer. Ça se peut que tu te trompes. Puis moi, ce que je vois, c'est que les erreurs, que tu crois que ce sont des erreurs, ben en fait, c'est juste une façon de mieux te connaître. C'est une manière d'apprendre à te connaître. C'est pour ça que je leur dis souvent d'essayer des choses, de ne pas avoir peur d'essayer des choses. Quand tu es au secondaire, là, c'est le moment où tu peux essayer des différents emplois. Il y en a beaucoup maintenant qui travaillent pendant l'année scolaire. Oui. Dans mon temps, c'était pas le cas. Maintenant, job d'été, job pendant l'année, tout ça, ben essaye différentes choses. Essaye différentes choses, puis vois là-dedans ce que toi, tu retiens que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Les jeunes se mettent beaucoup de pression, mais souvent, la pression vient aussi des parents. De dire, ben là, il faut que tu prennes les maths fortes, il faut que tu prennes les sciences. Puis selon les élèves, ils n'ont pas tous, même s'ils ont la capacité, ils n'ont pas tous le goût de faire ça. Puis quand on fait le tour un petit peu des programmes d'études, que ce soit au collégial, en formation professionnelle, ils s'aperçoivent que souvent, les préalables ne sont pas nécessairement exigés. Fait que ça amène une prise de conscience. Puis là, ben il y a des changements de choix de cours qui vont se faire. Juste hier, j'ai rencontré une élève qui finalement s'était pris le gros kit. Là, les maths fortes, la physique, la chimie, puis qui finalement va probablement aller plus vers de la gestion. OK. Donc, on regarde le passeport SRAC ensemble, on fait le tour des possibilités, puis dans les techniques qui semblaient intéressantes pour cette personne-là, il n'y avait rien qui demandait de la physique puis de la chimie. Elle dit, je veux pas m'en aller en santé, je veux pas devenir ingénieur, j'ai pas d'intérêt vers ces choses-là. Et tu sais, à un moment donné, ça lui a, je pense, enlevé une grosse pression de dire, ben, je vais aller choisir des options qui m'interpellent, qui m'intéressent, puis dans lesquelles je vais performer. Puis par la suite, ça va être, je pense, formateur pour cette personne-là, puis un gros plus pour cet élève-là. Là. Justement, les parents, de leur côté, des fois, ça arrive que sans le savoir, ils mettent un petit peu de pression. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Écoutez votre jeune. Vous le connaissez bien. C'est sûr qu'on veut toujours le meilleur pour nos enfants. On souhaiterait tous qu'ils fassent des doctorats puis qu'ils aient les meilleures notes puis les meilleures matières. Mais en même temps, je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute puis voir c'est quoi leur désir, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. Les accompagner là-dedans puis de respecter leur choix. Des fois, oui, c'est bon de mettre un petit peu de pression parce que des fois, il y a certains élèves qui peut-être ont besoin de ça pour avancer. Mais il y en a d'autres que ça leur met une pression tellement énorme que c'est pas nécessaire. Donc, et c'est toujours possible de retourner faire des cours. Oui, c'est pas l'idéal, mais à l'éducation des adultes, en tremplin DEC, au cégep, il y a des possibilités. Donc, c'est, comme on dit, des fois, c'est préférable de prendre un autre chemin que de prendre un chemin qui va être ardu puis qui va faire en sorte que l'élève à l'école, il n'aimera plus ça peut-être, venir à l'école. Oui, démotivé. La démotivation va embarquer, trop de devoirs, trop de pression, un gros stress quand arrivent les examens. Quand à chaque fois qu'il y a un cours, ce cours-là de maths ou de sciences, ou peu importe le cours, il va se dire, hey, là, ça ne tente pas, il rentre à reculons dans l'école. Je pense qu'il faut avoir du plaisir à l'école. Que ce soit important qu'ils se rendent compte que c'est le fun de venir à l'école. Mais si on met trop de pression, ben ça enlève ça, puis ça peut amener justement une démotivation. Fait que c'est comme parent d'être à l'écoute, de l'accompagner, puis de l'aimer, puis de l'aider du mieux qu'on peut, puis de le référer aux bonnes personnes quand c'est nécessaire. Si vous avez des questions comme parent aussi, on a des craintes, mais souvent, j'ai des parents qui m'écrivent, j'ai des parents qui m'appellent, puis on jase ensemble, puis on arrive, je pense, à faire diminuer les craintes en parlant, en ayant la bonne information. Souvent, les parents vont se baser sur leur vécu. S'ils sont allés au cégep il y a 25-30 ans, ça a changé. Donc là, c'est de leur dire, ben oui, ça a changé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué depuis ce temps-là. Puis, quand je pense aux élèves qui veulent aller en technique policière, où c'est extrêmement contingenté, les élèves qui ont peur de ne pas être admis, ben tu veux performer, tu vas avoir des bonnes notes,
mais peut-être que les matières à option plus difficiles vont pas t'avantager. Parce que là, on regarde les résultats scolaires. Donc, quand on vient me voir un peu à l'avance, c'est sûr qu'un élève qui arrive à la dernière minute en secondaire 5, 10 jours avant la demande d'admission, puis qui ne sait pas encore qu'est-ce qu'il veut faire ou qui a une idée de ce qu'il veut faire, mais qui n'a pas pris les moyens pour vérifier au niveau de la prévisibilité d'admission. C'est un outil que j'utilise beaucoup là, pour justement faire diminuer la pression ou planifier un plan B. Quand l'élève arrive et qu'il vient me voir plus en début d'année scolaire ou en secondaire 3 ou 4, on commence à regarder ça ensemble. On voit, OK, quelle matière vaut pour le plus dans la pondération, dans le calcul? Ça a un impact. Après, l'élève, il sait où mettre les efforts. S'il doit s'entraîner physiquement, quel type d'entraînement il doit faire. Donc, il peut en parler avec son prof d'éducation physique. Un élève qui veut aller en musique, qu'est-ce qu'on regarde au niveau des auditions? Donc, la préparation, moi, je pense que plus on est préparé, plus ça va être facile, plus on va être rassuré, les craintes vont tomber. Là. Ça va enlever beaucoup d'anxiété, du moins. Oui, exact. Tu parlais de l'outil prévisibilité d'admission. C'est l'outil qui est justement en faire obstacle sur le site là, pour les parents qui nous écoutent. Oui, un outil vraiment pratique. Puis je leur conseille de le faire avec la conseillère d'orientation ou le conseiller d'orientation de l'école. Parce que il y a quand même beaucoup de choses à rentrer là-dedans, là, dont les résultats de l'élève, mais aussi ça peut être le rang centième, le rang centile, le rang cinquième, puis la moyenne générale du groupe. Donc, un moyen de comparer l'élève avec les autres élèves. C'est quand on a ces outils-là, puis qu'on sait comment bien les utiliser, on a vraiment un portrait assez fiable de ce qui est exigé, puis des probabilités d'être admis. Fait que ça, pour moi, là, c'est vraiment quelque chose que j'utilise fréquemment. Puis comme inquiétude là, chez les jeunes, là, quand toi, tu travailles dans la vie de tous les jours, au day-to-day, là, c'est qu'est-ce que tu entends le plus souvent comme inquiétude? C'est sûr que les jeunes, le fait de pas savoir, c'est peut-être ce qui est le plus quotidien dans mon travail. Il y a une proportion de mes élèves de secondaire 5 qui quittent l'école sans savoir ce qu'ils vont faire. Okay. Ils vont faire des programmes, ils vont continuer à avancer dans le parcours scolaire, mais ce sera pas précisé encore. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose comme conseiller d'orientation avec lequel, moi, il faut que j'apprenne à vivre professionnellement, un peu comme les parents. Oui. C'est pareil pour nous, les acteurs du milieu scolaire. Hein. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. C'est comme si le jeune est dans un cul-de-sac, il est pas prêt, mais la date, elle arrive, puis faut faire au mieux avec ce qui est connu. Puis ce qui est connu, c'est souvent plus flou, moins affirmé, moins solide. Fait que souvent, c'est des accompagnants à tolérer cet état-là, puis à l'accepter pour que l'anxiété diminue, puis que ça fasse peut-être de la place à autre chose. Qu'est-ce qui est possible pour ce jeune-là qui n'a pas encore, justement, là, la date est arrivée, il n'a pas fait son choix? Souvent, on va regarder un peu des intérêts par rapport à des matières scolaires. Hein. Quand on se rapporte à ce qu'ils font au quotidien au secondaire, ça peut nous donner des indices quand même sur ce qui les intéresse. C'est pas un métier, on met pas le doigt sur quelque chose de précis, mais si quelqu'un, par exemple, est intéressé par les langues, l'anglais, le français, l'espagnol, déjà, c'est un indice sur un programme préuniversitaire qui pourrait lui convenir. Je sais pas, moi, j'ai un élève qui fait beaucoup de travaux manuels. Il sait pas encore ce qu'il veut faire, mais il aime travailler avec des outils physiquement, tout ça. Peut-être que là, on explorerait plus au niveau de la formation professionnelle ou des techniques. Fait que, tu sais, des fois, on peut y aller avec ce qu'on connaît puis ce qui fait partie du quotidien puis ce qui est vraiment à petite échelle puis essayer de construire là-dessus. Tu sais, l'élève est pas toujours conscient que ce qu'il fait au quotidien peut lui servir d'information pour s'orienter. Fait que des fois, on va partir de ça puis on va essayer de trouver un projet. Dans ces cas-là, est-ce que ça peut être une option, le tremplin DEC? Bien sûr. Oui, il y a des programmes transitoires qui peuvent permettre à l'élève d'explorer des choses puis de continuer à avancer, d'être encore accroché au système scolaire, d'être en projet, sans nécessairement être impliqué dans un programme qui mène vers un diplôme puis qui a peut-être un facteur un peu plus déterminant. Le tremplin DEC, c'est une possibilité. Il y a des cégeps aussi qui, dans le tremplin DEC, offrent des cours qui permettent à l'élève de faire un peu un bilan de carrière, de se préparer à après, de trouver un projet
En tremplin deck aussi, je peux explorer des cours qui sont reliés à certains programmes en particulier de technique ou autres. Donc là, ça peut me permettre d'aller tester un peu mes intérêts. J'ai des élèves, moi aussi, qui vont passer par la formation générale adulte pour aller, par exemple, compléter des préalables. Tu sais, par exemple, un élève qui s'intéresse au domaine de la santé, mais qui n'avait pas fait ses sciences enrichies lors de son passage au secondaire, ben il va fréquenter l'éducation des adultes pour aller compléter son dossier. Il peut être au tremplin deck en même temps ou pas, ça dépend. Donc, tu sais, je pense que l'important quand ils savent pas, c'est de rester accroché à l'école. Rester en action. Elle est restée en projet, en tout cas. OK. Ça peut être une année sabbatique aussi, mais en projet. OK. Tu sais, pour aller découvrir des choses, pour s'exposer à des nouveautés qui vont, par la force des choses, nous faire découvrir des nouvelles informations sur nous, sur le marché du travail, etc. C'est sûr qu'il peut aussi avoir un petit peu d'inquiétude là, par rapport au fait, comme on disait tout à l'heure, de ne pas avoir fait le bon choix, qu'ils doivent peut-être changer de programme. Ça doit être des choses aussi que tu entends. Je me permets de citer un humoriste, Laurent Paquin, pour ne pas le nommer, qui avait dit à un moment donné, c'est bizarre parce qu'à 16-17 ans, on demande de faire un choix de carrière qui, bon, essentiellement, on pense à être pour la vie, là, mais il y a des nuances à apporter là-dessus, alors qu'on leur permet pas de voter pour un représentant des 4 prochaines années. On pense qu'ils sont pas assez responsables pour aller dans un bar pendant une soirée, mais choisis pour ta vie. Alors, c'est une belle façon d'illustrer que c'est tôt, puis oui, c'est tôt. Donc, c'est quoi le réalisme là-dedans? Je pense que c'est juste de faire le meilleur choix possible à ce moment-ci de notre vie, avec les informations qu'on a à ce moment-ci de notre vie. Alors, l'erreur, je pense, c'est pas de faire un mauvais choix, c'est de faire un choix qui est pas appuyé. Alors, quelqu'un qui prend pas le temps d'y réfléchir, qui prend pas le temps de s'informer, qui prend pas le temps d'explorer, oui, ça a plus de chances de sentir le mauvais choix en bout de ligne, là. Mais quand on prend le temps d'aller chercher son information puis de valider, ça se peut qu'on se soit trompé, mais on ne se sera pas trompé dans le beurre, assurément pas. Puis cette réflexion-là précédente va assurément nous aider pour refaire une nouvelle réflexion à jour pour changer de programme, là. Est-ce que tu sens des fois dans ton bureau qu'il y a des jeunes qui souhaitent aller dans un programme parce qu'ils veulent, par exemple, faire plaisir à leurs parents? Oui, ça arrive. La tendance que j'ai le plus observée, c'est le manque d'information. Il y a beaucoup d'élèves qui me disent « Ah, ben là, mes parents veulent pas » ou « pression pour tel programme » ou tout ça. Mais les parents sont pas au courant. Donc, on peut étudier en art pour après aller en droit. Et d'ailleurs, je sais pas si je m'écarte trop du sujet, là. Non, j'adore. Mais j'ai une élève, son rêve, c'était donc d'aller en droit. Et tout ce qui était des cours plus reliés aux sciences humaines, donc plus de culture générale, donc, histoire, économie, psychologie, ce genre de choses-là, sociologie et autres, c'était pas son plus grand plaisir, puis c'était pas sa plus grande force. Et c'est grâce à un enseignant qui m'avait dit, après un spectacle étudiant, hey, cette élève-là en piano, là, elle a un don, c'est incroyable comment elle est bonne. Et elle est venue me rencontrer en orientation, on a parlé de son projet, puis elle a dit, ben moi, je vais aller en sciences humaines pour aller en droit, tout ça. Fait qu'on fait le plan. Puis je vous dirais que peut-être 10 minutes avant la fin, je dis, mais juste savoir, la musique, c'est quelque chose qui aurait pu t'intéresser? Elle dit, oui. Et là, ses yeux s'allument, elle se recule, bouge sur sa chaise. Et là, ça a comme fait, OK, il faut que je creuse un peu. Alors, on a parlé un peu de musique, puis en lui disant qu'elle pouvait étudier en musique pour après aller en droit, elle a adoré l'idée. Donc, on a misé sur une force, alors qui était la musique pour elle. Et après ça, elle a eu une meilleure cotère pour après rentrer en droit. Exact. Donc, ça a contribué probablement à sa motivation à l'école. Totalement, totalement. Et de miser sur des forces, c'est tellement important. Si on regarde aussi, là, quand on parlait de un peu la pression de bien réussir, il faut miser sur nos forces. Il faut faire attention sur une chose, par exemple. Des fois, tu sais, mettons que les mathématiques sont dures pour nous depuis le primaire, puis bon, on s'arrache un peu de cheveux en cours de route. C'est sûr que si c'est une difficulté qui est là depuis longtemps, bon, c'est peut-être pas une bonne idée de devenir comptable, mettons. Mais soit que c'est une force, alors on peut miser dessus, et aussi des fois, ça peut être une nouveauté. Tu sais, le cégep, oui, a ses nouveaux défis, mais c'est des nouvelles façons de faire, des nouveaux cours, comme exemple la philosophie. Grosso modo, personne n'a vraiment jamais touché à ça au secondaire. Alors, quand un jeune est confronté à un nouveau cours comme philosophie qu'il n'aurait jamais fait, bien, ça se peut que ce soit plus dur au début. Mais il ne faut pas abandonner trop vite, parce que c'est nouveau. Contrairement, si quelqu'un en mathématiques a de la misère depuis plus longtemps, se retrouve en cours de maths et c'est difficile, bien, il y a une tendance un peu. Mais il faut se donner plus de temps, plus de marge d'erreur quand c'est quelque chose de nouveau. Parmi les nombreuses craintes des élèves aussi, souvent, il y a l'inconnu aussi qui fait peur. Oui. Inconnu qui est un des 4 éléments que notre grande chercheuse Sonia Lupien avait identifié comme un facteur de stress.
encore une fois, c'est normal. Et pour enlever cet inconnu-là, d'abord de participer à des activités d'information. La première, la plus facile d'accès, c'est de participer aux portes ouvertes dans les cégeps. Très belle occasion de voir l'environnement, rencontrer les profs, les activités qui sont offertes et tout ça. Quand ça nous satisfait, parfait. Mais on peut aller plus loin. On peut aller faire la formule étudiant d'un jour, donc d'être jumelé à un ou une étudiante d'un programme qu'on souhaite et aller vivre l'expérience pendant une journée ou une demi-journée, incluant d'aller suivre des cours. Donc là, on voit même l'aspect pédagogique. C'est quoi la prise de notes? C'est quoi le rythme? C'est quoi l'ambiance dans les classes? Est-ce que c'est des grosses classes, des petites classes? Donc, c'est vraiment un point de plus. Même que j'ai suggéré à des élèves de retourner au cégep, mais de ne pas y aller pendant les portes ouvertes, où ils sont quand même en mode on se présente. Mais de proposer aux élèves d'aller au cégep dans une journée de cours normale de cégep. Là, je dis pas de manquer des cours du secondaire, mais de profiter peut-être des journées pédagogiques pour faire ça. Et j'ai même proposé à certains élèves d'aller dîner avec frères ou sœurs ou cousins, cousines. Des fois, c'est un coéquipier de notre équipe de basket, mais qui avait un an de plus vieux que nous. Alors, on était en 4, lui était en secondaire 5. Et aller manger à la cafétéria avec eux. Voir l'ambiance, voir le nombre de personnes et ainsi de suite. Alors, de vivre l'expérience du quotidien et non pas l'expérience d'une porte ouverte, là. Oui. Le sport rattache beaucoup d'étudiants à l'école. Donc, aller voir une game d'une équipe collégiale en basket, en foot, en volleyball. En général, en plus, c'est un très bon calibre à petit prix. Donc, ça fait qu'une belle occasion de le faire. L'autre petite chose aussi, peut-être, pour enlever de l'inconnu, je pense que c'est plus facile d'affronter l'inconnu à 2 ou 3 que tout seul. Alors, de se prévoir des rendez-vous avec des amis qu'on sait qui font une demande dans le même cégep, à tout de moins, idéalement même le même programme que nous, mais de se fixer des rendez-vous dès le départ. De se dire, OK, mettons, lundi, on dîne tout ensemble, mardi et autres. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de que faire ça. Alors, pour que l'inconnu devienne plus connu, il faut à un moment donné avoir une petite zone tampon puis dire, OK, je vais vivre un peu d'inconnu puis essayer de manger avec d'autres personnes pour que ces gens-là deviennent connus après. Alors, il ne faut pas non plus s'isoler ou être trop dans la facilité, mais de proportionner ça par petite dose, je pense que ça peut être aidant. En tant que conseillère d'orientation aussi dans une région, tu dois avoir il y a quand même des particularités par rapport à ta clientèle. Oui. Est-ce qu'il y a des craintes des élèves versus des craintes des parents qui sont peut-être en lien avec le fait que c'est des jeunes qui sont en région? Oui, bien, le fait d'être en région, ça nous amène à se déplacer pour aller au cégep, pour aller étudier à l'extérieur. Donc, le cégep le plus près pour nous, c'est Lévis. La majorité de mes élèves vont aller vers Lévis si leur programme se donne là. Mais évidemment, il y en a beaucoup aussi qui vont choisir d'aller vivre en appartement, même si c'est à Lévis ou parce que voyager, c'est pas toujours évident. Ça demande du temps, il faut se lever plus tôt. Ça prend du temps dans ta journée que tu n'as pas nécessairement. L'hiver, ça peut être un stress supplémentaire. Tandis qu'un élève qui va se prendre un appartement, ben, il va être plus près, donc peut-être moins de stress, pas besoin de voiture, tout ça. Il y a des dépenses différentes, disons, dans les deux cas. Il y a des élèves qui sont très contents de partir, puis il y en a d'autres qui sont très craintifs, qui se trouvent bien chez papa, maman, qui se retrouvent avec du jour au lendemain avec un appartement, avec des amis, gérer leur vie quotidienne, faire le ménage, se faire à manger, parce que c'est pas vrai que tu vas manger au McDo à tous les jours. Donc, il faut prévoir ça dans ton budget, faire ton épicerie, faire le ménage, avoir un horaire avec tes amis, du temps d'études, planifier, c'est pas le party tout le temps. Donc, il y a des moments pour ça, puis il y a des moments pour étudier, se garder des temps pour les loisirs, peut-être un emploi à travers ça. Donc, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'adaptation à la vie en appartement. Ils ont tous hâte de vivre ça. Souvent, ils ont hâte de vivre ça, mais d'un autre côté, ça amène aussi un lot de responsabilités puis de stress supplémentaire, puis de gérer la vie au quotidien aussi avec des gens que tu connais quand tu viens à l'école, mais tu n'as jamais habité avec eux. Donc, tu restes avec ton meilleur ami. Ça se peut que ça ne soit plus ton meilleur ami à la fin de l'année scolaire parce que pour toutes sortes de choses, il se laisse traîner, il mange ta bouffe, tu sais. On en entend de toutes les sortes quand moi, je fais une activité ici à l'école où je fais revenir mes élèves qui étaient là l'année précédente, qui sont rendus au cégep. Ils viennent parler de leur parcours. Ils ont une session de fête, ils viennent en janvier, ils viennent jaser avec mes élèves de 5, puis ils leur expliquent c'est quoi la vraie vie, comment ça se passe au cégep, puis c'est vraiment une activité le fun parce que là, ils se le font dire par des jeunes de leur âge qui connaissent. Puis à travers ça, j'en ai de différents qui fréquentent différents cégeps.
Il y en a qui vivent en appartement, il y en a qui voyagent, il y en a qui voyageaient, qui ont décidé d'aller vivre en appartement. Fait qu'on voit un peu le cheminement. J'ai beaucoup, cette année, ce que j'ai constaté, j'ai beaucoup d'élèves qui décident d'étirer leur temps au cégep. Oui, on le voit de plus en plus. Beaucoup. Au lieu de faire leur pré-universitaire en 2 ans, vont le faire en 2 ans et demi, en 3 ans. Même chose pour les techniques, vont rallonger d'une ou 2 sessions. Puis pourquoi pas? Ça aussi, ça peut permettre d'enlever du stress. C'est du temps d'études un peu plus, moins de cours par session. Ça peut faire la différence, ça, parfois, là, pour bien réussir, particulièrement les cours de base, les cours généraux, là, de philosophie, de français qui font peur à beaucoup d'élèves. Ben, le fait d'avoir moins d'heures par session, ben ça, je pense que ça peut aider à la réussite. Ça peut être d'ailleurs un conseil à donner aux parents, justement, oui. qui sait que son enfant est très anxieux. Mais peut-être de lui ouvrir la porte comme quoi ces possibilités-là existent aussi. Oui, que tu peux le faire, que ça ne te pénalisera pas, qu'au bout de la ligne, tu peux avoir de meilleurs résultats. Quand tu penses à ta cote R pour rentrer à l'université, peut-être que ça peut jouer dans la balance aussi. La majorité des universités maintenant n'ont pas ils regardent pas nécessairement le temps que ça t'a pris là, pour faire ton prix universitaire ou, tu sais, il y a une époque où on disait, ben là, il faut que tu fasses en 2 ans tes sciences de la nature, sinon tu rentres pas en médecine. Non, ça fonctionne plus comme ça, en tout cas pour la majorité des universités. C'est sûr qu'il doit y avoir la crainte aussi pour certains jeunes qui s'en vont dans des cégeps peut-être un peu plus éloignés ou ailleurs que leurs amis, la crainte justement d'avoir la difficulté de se faire de nouveaux amis ou de s'intégrer. Ça doit faire partie aussi des craintes que tu entends. Oui, ça fait partie des craintes. On voit ça aussi, les jeunes qui disent, ben moi, je connais personne, là, je m'en vais dans un cégep, je connais personne. Mais ce que je leur dis aussi, c'est, tu vas arriver là-bas, peut-être qu'il va en avoir plein, des comme toi, des gens qui arrivent d'une autre région, qui connaissent personne. Donc, c'est à toi peut-être de créer ouverture, de t'impliquer justement. Puis quand il y a des travaux d'équipe, souvent ça arrive, hein, on a des travaux d'équipe à faire, de pas hésiter, puis d'aller vers les gens, puis c'est sûr que ça demande un petit effort supplémentaire. Il faut quand même être capable de faire cet effort-là, de sortir un petit peu de sa coquille, mais de participer. S'il y a des activités là, d'initiation, ben allez-y. Quand tu vas dans une technique, souvent, tu as un petit quelque chose de spécial, tu as un petit costume à t'apporter, tu as quelque chose de... Bien ça, là, ça contribue vraiment, je pense, à l'intégration des jeunes. Donc, de participer à ces activités-là, de ne pas se mettre de côté tout de suite, mais vraiment d'y aller. Moi, pour l'avoir vécu au cégep, à l'université, c'est vraiment là que je trouve que ma transition était plus facile parce que j'ai participé, j'ai connu des gens tout de suite dans mon programme. Ça m'a permis tout de suite, j'avais des travaux d'équipe après. T'arrives, on est 200 dans le cours à l'université, c'est pas grave. J'en connais 7-8 déjà que j'ai vus au party la veille, puis c'est des gens sympathiques, on a eu le temps de jaser, puis les initiations, c'est plus comme c'était, là, vraiment. Il y a quelque chose vraiment réglementé là-dedans, puis ils font attention. C'est mieux supervisé, effectivement. Très, très supervisé, donc c'est pas un endroit où on va rire de toi, c'est plus un endroit pour faciliter ton intégration. Donc, de participer à ces activités-là, moi, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Là. On parle des étudiants là, qui s'en vont étudier à Québec puis ils viennent de la région. Tout le taux de responsabilité, tout ce qu'ils vont avoir à faire en dehors des études, est-ce qu'il y en a que ça les inquiète, que ça les rend anxieux? Oui, puis c'est les élèves à qui souvent on va parler de résidence. Hein. Tu sais, l'idée d'aller sur un campus ou d'aller dans un cégep qui offre... de rester dans une chambre avec soit un service de cafétéria ou une cuisine commune. Donc là, on rapetisse un peu le défi. Il y a une différence entre prendre soin de ma chambre puis prendre soin d'un appartement avec plusieurs pièces, puis cuisiner toutes mes choses tout seul, puis tout ça. Fait que des fois, quand les élèves sont inquiets par rapport à ça, on essaie de ramener à un mode de vie qui va être plus transitoire avant de passer vraiment à l'appartement. Fait que ça leur fait une petite pratique. Puis en même temps, il y a certains services qui permettent qu'il y ait moins de choses sur le dos, puis qu'il y ait plus de temps pour s'investir dans leurs études. Il y a des inquiétudes au niveau des coûts aussi, j'imagine, hein, parce qu'il y a des coûts quand même plus élevés. Comme on s'entend qu'au cégep, les coûts sont pas énormes, mais pour un étudiant qui est en région et qui va aller étudier en ville, il y a quand même des coûts reliés à ça. Ça peut être une inquiétude aussi des parents. Oui, c'est une inquiétude qui vient des parents puis aussi des jeunes, puis qui est tout à fait normale. Faut nuancer là, quand c'est le temps de donner des chiffres, mais on estime une année à l'extérieur pour un jeune qui part d'ici, par exemple, pour aller à Québec, mettons. On parle de 10 à 13 000 $ de frais qui incluent tout. Là.
Donc, l'appartement, la bouffe, la passe de bus s'il y a lieu, les livres, les frais d'inscription, tout ça. Fait que c'est quand même des montants importants pour nos familles des régions là, qui, tu sais, faut que ça fasse partie d'un budget. C'est un facteur de réalité, ça. C'est sûr que nos jeunes ont accès parfois, là, selon le revenu familial, au système de prêts et bourses du gouvernement. Il y a aussi les bourses là, qui permettent aux jeunes d'aller étudier en région, donc d'avoir une aide financière additionnelle quand on fait le choix d'aller dans des régions identifiées. Puis ces aides financières-là s'ajoutent au calcul de prêts et bourses. Donc, quand les parents, les élèves vivent des insécurités, nous, on se met en mode solution. Oui. On essaie de leur proposer, puis de bien leur expliquer aussi comment ces aides financières-là fonctionnent. Des fois, la dette d'études fait peur. Par contre, encore aujourd'hui, ça demeure la meilleure dette qu'on peut contracter. Oui. Contrairement à une hypothèque ou à une dette pour une voiture, cette dette-là va nous rapporter éventuellement. C'est un investissement. C'est ça. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on explique à nos jeunes. Puis, on essaie aussi de les sécuriser quand t'as vraiment besoin d'aide financière. Ben, c'est mis en place pour rendre les études accessibles à tous les jeunes, peu importe le revenu familial. Fait que ça, c'est aussi des mesures qui vont nous aider à sécuriser un peu le jeune et le parent. Puis éventuellement, ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui travaillent aussi à temps partiel. Fait qu'on les encourage à mettre de l'argent de côté. Mm-hmm. Ça commence à travailler dès le secondaire 3. Fait qu'on les sensibilise aussi à travers différents cours, mais aussi quand on les voit en individuel à mettre des sous de côté. Fait que oui, c'est une crainte, mais nous, on se met en mode solution puis on essaie là, de rassurer puis de donner des pistes de solutions. Il y a un certain stress financier qui vient avec le fait de partir aux études. Par contre, il y a des ressources aussi qui sont disponibles. Puis, l'aide financière aux études, évidemment, là, qui va aider pour les gens qui ont vraiment, vraiment besoin. C'est clair que ça fait partie des choses. Puis nous, à l'école, on le fait. On accompagne les jeunes. Chacun à notre façon. Il y a des écoles qui vont donner l'information. Le jeune se débrouille pour faire sa demande, retourne voir le CO au besoin. Moi, en classe, je le fais avec mes élèves. Donc, j'ai fait ça vendredi passé. Je prends une période de classe. Je leur explique à l'avance comment ça fonctionne. Ils vont faire le simulateur de calcul pour voir le montant qu'ils pourraient recevoir. Par la suite, on fait la demande en classe, donc la partie de l'élève. Je remets une procédure pour les parents. Si les parents ont besoin d'aide pour remplir leur partie, on le fait ensemble. Ils peuvent m'appeler, m'écrire, peu importe. Prendre rendez-vous, on le fait ensemble. C'est sûr que moi, j'ai la chance d'être dans une petite école. J'ai le temps d'accompagner mes élèves. Je sais que c'est pas le cas pour tous les CO. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ce moment-là aux parents qui, justement, n'ont pas toute cette chance-là? Peut-être d'en parler avec les gens autour d'eux. Il y a d'autres parents qui sont passés par là aussi, dans leur entourage. Peut-être d'aller chercher de l'information ailleurs ou dans le futur établissement de leurs jeunes. En formation professionnelle au cégep, il y a des bureaux d'aide financière. Donc, de parler à ces gens-là, d'aller chercher l'information à la source. Est-ce qu'ils peuvent le faire, eux, le simulateur? Oui. Okay. Le simulateur de calcul, c'est vraiment... souvent, c'est mieux d'avoir les parents avec l'élève parce qu'on a besoin là, des ressources financières des parents. Il faut savoir connaître le salaire des parents. Okay. Donc, l'élève qui me dit « je le fais, mais je sais pas », ben informe-toi, là. Plus ton chiffre est exact, plus tu vas avoir vraiment une information qui va être pertinente, qui va être correcte là, pour toi. Donc, d'aller chercher la bonne information pour avoir le bon résultat puis voir si ça vaut vraiment la peine de faire cette demande-là. Ça, c'est sur le site de l'AFE? Oui, de l'aide financière aux études. Oui, exactement. Okay. Donc, ça, il y a moyen d'aller trouver toute l'information, d'aller chercher de l'aide puis demander à votre CO. Puis si votre CO n'a pas le temps de s'en occuper, il va vous référer à la bonne personne. Puis, il existe plein maintenant de bourses différentes aussi. Chaque cégep a ses particularités. Va offrir des bourses, ça peut être au niveau académique s'il y a des bons résultats, ça peut être au niveau du leadership, l'implication, plein de choses qu'on peut aller chercher comme ça. Il y a aussi les bourses gouvernement dans certains programmes d'études, les bourses parcours aussi, je pense que c'est pour les cégeps plus en région éloignée. Exact. Puis, il faut pas avoir peur non plus des prêts bourses. J'ai connu des gens qui me disaient, mais moi, là, m'endetter, avoir des prêts à rembourser à la fin de mes études, ben ça se fait. Tu commences à payer seulement quand tu commences à travailler. Donc, si tu vas au cégep puis à l'université ensuite, ben ça continue. Tu peux accumuler tes prêts. T'as pas de frais d'intérêt qui s'accumulent pendant ce temps-là. Donc, tu peux profiter. Si tu n'en as pas besoin, tu places le montant.
Si tu en as besoin, tu l'as. Puis quand tu commences à travailler, ben tu prends une entente avec ton établissement financier pour faire le remboursement à ton rythme. Donc, selon l'emploi que tu vas te trouver, puis il y a toujours des possibilités de remettre un petit peu plus tard. Il y a des délais possibles. Donc, encore là, c'est de s'informer. Je pense que quand on a la bonne information, ça enlève beaucoup de crainte puis d'anxiété. On sait que les parents aussi ont des craintes, hein? Ils ont plein de craintes par rapport à l'avenir de leurs jeunes. C'est sûr qu'au niveau de leur avenir professionnel, nous, on veut qu'ils soient bien, on veut qu'ils gagnent bien leur vie. Donc, moi, mon enfant, par exemple, décide de s'en aller, comme on en parlait, en art. Et puis, moi, je considère que les arts, mon Dieu, tu peux pas gagner ta vie avec ça. Donc, je vais être un petit peu anxieuse, craintive par rapport à son choix. Ouais. C'est tellement normal que le parent veuille que son enfant puisse subvenir à ses besoins. Fait que là, on parle beaucoup d'un point de vue salarial, d'un point de vue sécurité dans l'emploi, c'est certain. Je pense que quand un jeune a un intérêt pour une profession ou un domaine, bon, citons les arts, c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident et facile que sécurité d'emploi, salaire, c'est pas toujours évident. C'est de voir quelle proportion on investit là-dedans. Alors, un jeune pourrait faire le choix de dire, OK, ben moi, je me lance en art, je veux devenir acteur, puis go, je mets tous mes œufs dans le même panier. Et c'est correct. À condition, je pense, de prendre le temps de regarder c'est quoi les conséquences possibles. Alors, es-tu prêt à vivre certaines années difficiles? C'est combien de temps tu te donnes pour réussir? Ça se peut que ça t'amène à te déplacer d'une région à l'autre pour un tournage ou autre. Alors, vraiment, tout voir les facteurs que ce choix-là peut inclure. Et après ça, si le jeune est dit « oui, je suis confortable à prendre ce risque-là », ben oui, ça peut être correct de mettre tous ces œufs dans le même panier. Ça en prend des gens qui investissent tout dans un projet artistique, sinon on n'aurait pas d'artiste. Autre possibilité, par exemple, c'est de couper la poire en deux. Alors, de dire, je prends une partie de mon temps libre, puis de mon énergie, puis de ma vie pour investir dans un plan artistique, mais une autre partie plus pour un côté plus secure. À titre d'exemple, j'ai un jeune qui me parlait qui voulait devenir, là, je sais pas c'est quoi le français de streamer, là, mais en tout cas, comme un genre de YouTuber, mais qui présente le jeu vidéo en ligne. OK. Alors, cette personne-là voulait faire ça. C'est sûr que, bon, il n'y a pas beaucoup de statistiques non plus, fait que même pour un conseiller d'orientation, de savoir tes chances sont bonnes ou pas bonnes. Fait que j'ai suggéré de couper la poire en deux. Je dis, bon, ben, OK, qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Fait que là, il doit identifier quel genre de vidéos il devait faire, combien de temps ça prend pour les faire, à chaque combien de temps il devrait publier pour être capable de se garder dans le réseau. Et il a planifié faire des vidéos. Donc, je pense que c'est une fois semaine qu'il fallait qu'il fasse à peu près au début. Puis, au lieu de faire une session complète au cégep avec 7 cours en sciences humaines, ce qui était son choix de programme, il a décidé de prendre 4 cours. Alors, le minimum. C'était peu de cours, mais qui pouvait aussi investir de ce côté-là. Puis j'ai dit, après ça, si l'aspect jeu en ligne fonctionne bien, ben continue là-dedans. Ça marche. Si ça marche pas, ben peut-être donne-toi un certain temps, puis après ça, va plus vers le côté des sciences humaines que tu as aussi choisi d'investir. Ça se peut aussi qu'un jeune décide de ne pas aller en art à cause du côté insécure. Mais il faut faire attention sur l'équilibre total de la personne. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très social et quelqu'un d'artiste aussi. Dans ma vie professionnelle de conseiller d'orientation, je satisfais mon côté social. Mais j'ai besoin d'avoir des arts dans ma vie personnelle, que ce soit guitare, photo, montage vidéo ou autre. Alors, si un jeune décide de choisir la sécurité et de ne pas aller en art, c'est important qu'il mette des arts dans sa vie personnelle pour garder son équilibre, garder sa joie de vivre. Alors, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'il y ait un peu de place, je pense, pour les deux. Puis après ça, c'est de voir quel risque on veut prendre. Une autre crainte des parents là, que j'entends souvent, c'est la crainte qu'en fait, le jeune n'ait pas fait une assez grande réflexion avant de faire son choix. Donc, il n'est pas certain que le jeune a fait un choix en fonction de ses intérêts, de ses capacités. Effectivement, c'est une belle crainte, je pense, pour un parent à avoir. Il faut qu'un choix de carrière ou un choix de programme d'études soit appuyé sur quelque chose. Il ne faut pas que ce soit hasardeux, puis il ne faut pas que ce soit juste un feeling spontané, là. D'ailleurs, aussi, des fois, les élèves me rapportent que les parents ne comprennent pas leur choix. Et la chose que j'ai le plus souvent observée, c'est que les parents, justement, ne savent pas pourquoi ils ont choisi, par exemple, les sciences humaines. Alors, il y en a des fois qui vont pouvoir dire à leurs parents, ben j'ai choisi sciences humaines, pourquoi? Ben, si en nature, ça ne m'intéressait pas. Ça a l'air d'un choix par dépit. Non, c'est pas solide. Ni pour l'enfant, ni aux yeux du parent. Mais c'est pas rassurant pour le parent, effectivement. Vraiment pas, c'est ça. Donc, de lui demander pourquoi il a choisi ce programme-là. Et à mon avis, il faut qu'il y ait des réponses. Si on ne sait pas pourquoi on choisit un programme, ça ne veut pas dire que le choix est mauvais, mais ça veut dire que les chances qu'il soit mauvais sont beaucoup plus élevées, là.
Puis ça peut être aussi d'avoir un plan. Donc, le pourquoi on aimerait, par exemple, sciences humaines, mais d'aller en sciences humaines parce que j'aime pas ça en nature, c'est une affaire plutôt fragile. Mais d'aller en sciences humaines parce qu'on veut soit aller en droit ou on veut aller en enseignement, c'est un super bon plan, là. Donc, on a une bonne raison de le faire, là. Tout à fait. Faut quand même prendre le temps de bien réfléchir à cette idée-là. Oui. Puis, c'est quoi le bon temps? Bien, le bon temps, le meilleur barème, c'est le feeling du jeune, ça, c'est sûr. Mais si un parent n'a pas confiance que son enfant a mis un temps respectable, une image qui pourrait peut-être être utilisée pour aborder le sujet, c'est de parler du fameux bal définissant, qui est une soirée tellement importante pour les jeunes, et avec raison d'ailleurs. C'est un moment qu'il faut absolument vivre. Mais le temps qu'on va mettre pour une soirée en planifiant son avant-bal, trouver comment on va s'habiller, des fois faire les tables, qui va casser à quelle table et tout ça, bon, et tout le reste, c'est du temps pour une soirée très importante. Alors, quand on pense à un choix de programme qui peut être un 2-3 ans d'études, mais c'est encore plus important parce que ça a des répercussions après sur la suite des études ou le choix d'une carrière. Alors, c'est sûr qu'il faut mettre un temps, je vais dire plus que minimalement le même temps qu'on mettrait pour le bal. Oui. C'est ça. Fait que si on fait une mathématique, là, on peut faire une coupole de multiplier, là. Oui, exact. Alors, ça fait qu'une façon d'aborder le sujet avec son enfant pour qu'il puisse faire un ratio de combien de temps j'ai mis pour une soirée importante, alors combien de temps je devrais mettre pour plusieurs années importantes. Il y a la crainte aussi de la stabilité de l'emploi. Là, ils peuvent se préoccuper par rapport au fait que, bon, c'est un emploi précaire, il va y avoir du travail, etc. C'est quelque chose aussi que le parent peut avoir comme inquiétude. Tout à fait. Bien, d'abord, au moment où on enregistre ce balado-là, les perspectives d'emploi sont quand même favorables du fait que la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Alors, le contexte est plus intéressant qu'il y a quelques années. Déjà là, je pense qu'on peut s'encourager un petit peu avec ça. Il y a quand même place à beaucoup de changements, entre autres dû à l'intelligence artificielle qui arrive, qui va assurément bouleverser le marché du travail. On sait que ça arrive. En tout cas, selon les lectures, ça va arriver plus vite qu'on pense. On ne sait pas encore comment ça va se faire, quelle forme ça va prendre. Je pense que c'est important de se garder au courant de tout ce qui est perspective d'emploi. Puis quand je dis se garder au courant, là, c'est pas aussi, tu sais, je finis mon secondaire puis je fais mon choix d'université, là. À la fin de ton cégep, revérifie tes données pour être sûr que, point de vue universitaire, ça s'enligne encore positivement, là. C'est un exemple quand même assez facile, mais le milieu de la traduction, je pense, est menacé par l'intelligence artificielle. Déjà avec les chats GPT de ce monde et toutes les applications de traduction, ça se pourrait que les possibilités soient moins intéressantes pour quelqu'un qui étudie en traduction, par exemple. Après ça, sur les perspectives d'emploi, c'est aussi de se questionner sur combien qu'on a de besoin. Alors, c'est quoi une bonne perspective? C'est quoi un bon salaire? Si on est capable d'avoir un petit peu une idée de style de vie, de niveau de vie qu'on veut avoir, on peut peut-être aussi prendre une décision plus éclairée par rapport à ça, là. Toujours d'aimer son travail. J'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui a choisi d'avance une profession qui était moins sûre, moins bien payée, mais elle aime tellement ce qu'elle fait. Je veux dire, elle s'en va s'amuser au travail, là. Donc, des fois, ça peut aussi valoir la peine de pas juste mettre tout sur les perspectives d'emploi, là. Quand on aime vraiment quelque chose, qu'on est vraiment passionné de quelque chose, en général, ça va paraître devant un employeur aussi, là. Fait que comme parents, nous, on se doit de juste vérifier la motivation profonde de son jeune lorsqu'il nous arrive avec un programme. Oui, motivation et aussi de s'informer à jour. Ça, c'est important. Une autre inquiétude peut-être des parents là, au niveau de l'équilibre travail-vie personnelle. Des fois, ça arrive que comme parents, on a peur que notre jeune, finalement, il n'arrive pas à avoir un excellent équilibre dans la carrière qu'il choisit. Ça peut être quelque chose aussi. Oui. Oui, certaines professions où on sait que les gens vont travailler beaucoup, que ça va prendre beaucoup de place. Donc, parfois, les parents expriment ces inquiétudes-là. Mais les parents ont du pouvoir dès le jeune âge sur ces choix de vie-là. Dans le sens où l'équilibre dans les différentes sphères de nos vies, ça se travaille jeune. L'arrivée au secondaire, c'est une belle occasion pour apprendre à gérer nos priorités puis à faire de la place à tout ce qui est important pour nous dans notre vie. Les amis, le sport, l'école, la vie sociale, la vie familiale. Donc, comme parent, je peux agir sur comment mon enfant, une fois adulte, va gérer ses priorités puis va apprendre aussi à découvrir ses valeurs. Hein.
Moi, j'ai des amis qui travaillent 70-80 heures semaine et qui sont ultra heureux dans leur carrière. Oui. Ils ont peut-être moins de place pour d'autres choses, mais qui sont moins dans leurs valeurs prioritaires, puis c'est correct. Donc, peut-être que le parent peut aussi travailler à voir, est-ce que moi, mon modèle idéal s'applique nécessairement à mon jeune? Puis si la réponse c'est non, ça peut être correct si je vois que mon jeune est heureux. Donc, la place du travail dans une vie, ça varie pour chaque individu, hein. Il y a des gens qui vont travailler 35 heures semaine, mais qui vont avoir une vie de loisirs puis de projets alternatifs très, très nourrissante. Puis c'est ça leur équilibre à eux, tu sais. Fait que c'est un peu d'être conscient aussi de nos propres biais, là, puis de nos propres attentes comme parents. Puis d'essayer de faire le partage entre les deux. C'est sûr que quand on voit notre jeune malheureux, c'est une autre histoire, là. Mais tu sais, les choix de vie de notre jeune à l'âge adulte vont refléter les valeurs qu'il met de l'avant. Qui sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres. Exact. Ouais. Moi, j'ai un jeune qui est passé par la technique au collégial, qui a fait un certificat à l'université, qui a fait un retour à la formation professionnelle. Fait que, comme parent, je me souviens que j'avais vécu plusieurs inquiétudes là, en lien aussi avec le fait, il va-tu en venir à trouver ce qu'il veut faire? Il va-tu enfin trouver quelque chose? C'est quoi la meilleure façon d'agir comme parent dans ces situations-là? Je pense qu'il faut être à l'écoute. Il faut être ouvert. Ça, c'est pas facile parce que on a nos propres insécurités, on a nos propres peurs, on souhaite le mieux pour lui, pour elle. Fait que de filtrer un petit peu ce qui est, encore une fois, mes inquiétudes puis ce qui peut être aidant pour le jeune. Je pense que de maintenir un dialogue ouvert en jugeant le moins possible, même si c'est pas facile de mettre nos valeurs personnelles de côté, ça va faciliter éventuellement, à ce que le parent puisse jouer un rôle dans les réflexions. C'est sûr que si, comme parent, j'arrive puis j'impose une vision, j'impose des choses, je juge les choix, mon jeune peut se refermer aussi, là. T'sais, fait que maintenir une ouverture, un dialogue, une confiance, je pense que ça va être gagnant dans plein de situations du parcours d'études du jeune, là. C'est sûr que comme parents, on s'inquiète tout le temps. On veut toujours que nos jeunes soient heureux puis qu'ils arrivent à une vie d'adulte puis qu'ils soient capables d'avoir une maison, qu'ils soient capables de bien réussir dans la vie. Ça peut être une inquiétude aussi de savoir que mon jeune va-t-il ou va-t-elle choisir un métier qui va lui permettre de bien réussir sa vie. Oui, c'est des choses que j'entends. Encore une fois, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Ouais. Tu sais, ça peut être une chose pour une personne puis une autre pour une autre. Tu sais, c'est rendu là, c'est vraiment très, très personnel. Ce que j'entends beaucoup aussi chez les parents des fois, c'est le regret, hein, le regret qu'eux ont vécu. Réalisé, okay. Oui. Des parcours auxquels ils auraient aimé avoir accès, qui finalement ont pas fonctionné, ou des choix qu'ils regrettent, ou donc dans cette espèce d'attente-là, hein, que mon jeune ait une belle vie, j'ai aussi ce que moi je porte comme parent de mon expérience puis de mon parcours à moi, t'sais, qui peut servir à conseiller mon jeune, mais qui doit pas devenir un facteur déterminant de l'influence que je vais avoir sur lui. Donc, je pense que c'est ça, là, c'est encore une fois de voir ce que le jeune veut lui personnellement, puis de l'accompagner dans l'atteinte de ces objectifs-là, là, le plus ouvertement possible. Mais c'est facile à dire. Oui. Je le sais, c'est facile à dire. Ouais. Exact. Mais ce qu'on retient là-dedans, c'est communication, ouverture, pas de jugement. Oui. Puis différencier mon vécu de parent avec celui de mon jeune. Exact. Ouais. C'est ce qui termine ce balado. Nous espérons, chers parents, que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions. Un merci spécial à nos conseillers d'orientation invités. Et je vous rappelle que Cap sur l'avenir est une production du Service régional d'admission au collégial de Québec. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à consulter nos autres balados sur le site du srac.qc.ca ou sur votre plateforme préférée.